Merci Roland. Félicitations à ton obstination, parce qu'il m'a harcelé depuis plus d'1 an, je crois. Donc il m'a eu, voilà, je me suis rendu. Et je me suis rendu à Colmar et je suis ravi parce que j'y avais jamais mis les pieds. Et en plus, quand on arrive de Paris, qui est une ville sale, arrivé à Colmar, j'avais l'impression de revenir à Moscou. Tout est propre. Et vous avez une ville magnifique, hein, vraiment. Rien que pour ça, ça valait la peine de venir. Donc effectivement, mon prochain livre s'appellera Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. En fait, c'est la suite du livre que j'ai publié en 2015, Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. Et pour la petite histoire, en fait, le titre, la couverture d'ailleurs était déjà prête en juin 2022. Simplement, comme d'habitude, c'est à cause des Russes. Vous n'êtes pas sans ignorer que je travaille désormais en partie pour Russia Today, et donc je fais une émission hebdomadaire de géopolitique qui me demande beaucoup de travail. Donc mon temps de cerveau disponible pour écrire le livre a pris plus de temps. C'est pas plus mal parce que en fait, ce que je disais, ce que je pensais à l'époque, donc à l'été 2022, finalement aujourd'hui vous le trouvez dans la presse. Alors pas la presse française, pas encore. Il leur faut un certain temps faut faire Google Translate, mais dans la presse anglo-saxonne. Donc d'ailleurs vous verrez mes sources en fait, c'est le Wall Street Journal, le Washington Post, le New York Times, le Telegraph, donc ça c'est anglais, etc., etc. Donc en fait finalement c'est pas plus mal d'avoir un peu attendu pour le sortir. Et pourquoi j'ai choisi donc également ce titre, d'où vient une telle assurance? Eh bien en fait je suis parti du constat que, par exemple, aujourd'hui, la plupart des historiens de la Deuxième Guerre mondiale considèrent qu'en gros, Hitler avait perdu la guerre en septembre 1939. Parce que les moyens de l'Allemagne de 1939 étaient inférieurs à ceux de 1914, qu'elle était moins puissante et surtout qu'elle se trouverait tôt ou tard face à l'Union soviétique. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans Mein Kampf. Et Staline avait lu Mein Kampf en 1934. Et face aux États-Unis. Et surtout, Hitler pensait que l'Angleterre allait rejoindre son projet. Si vous lisez Mein Kampf, Hitler est un anglophile prononcé. Et il était persuadé que tôt ou tard, les Anglais le rejoindraient. Et donc évidemment, tout ça, c'était des considérations totalement fausses. Il s'est complètement trompé. Également, sa vision de l'économie soviétique et de la puissance militaire soviétique était complètement fausse. Il découvre en fait, d'ailleurs c'est intéressant, c'est que les archives donc finlandaises ont publié, des services secrets finlandais ont publié une conversation entre Mannerheim, donc qui était le chef d'État finlandais, puisque la Finlande au début jusqu'en 1944 est du côté de l'Allemagne nazie et participe au siège de Leningrad, et Hitler. Donc c'est un entretien qui a lieu en 1942, je crois, printemps 42, et Hitler donc discute, on entend la voix de Hitler, et il discute avec Mannerheim et il lui dit mais on ne s'attendait pas du tout à ça. Alors il exagère tout. En même temps, il veut rassurer Mannerheim. Et les soviétiques ont des dizaines de milliers de chars. J'ai visité des usines à Donetsk où ils peuvent fabriquer des quantités astronomiques de chars, etc., etc. Et donc ça montre aussi qu'il avait largement sous-estimé la puissance industrielle et militaire soviétique. Et si vous regardez, alors je tiens à préciser, je ne compare pas l'OTAN au Troisième Reich. Je n'aime pas Joe Biden, mais c'est pas Adolf Hitler, donc je ne fais pas de réduction ad Hitlerum. Simplement, je fais des comparaisons sur ce qui se passe, les erreurs, vous allez voir, qui sont notamment vis-à-vis de la sous-estimation de la puissance russe, de la puissance économique, la puissance militaire, etc. Mais je ne fais pas de réduction ad Hitlerum. Voilà, c'est des choses complètement différentes. Mais cela dit, on va s'apercevoir notamment la dissonance cognitive des élites otaniennes est à peu près la même que celle d'Adolf Hitler à la fin du conflit. C'est-à-dire, on va voir ça tout à l'heure, le fait de croire à la maladie du chef de l'État adverse, le fait de croire aux armes miracles, etc. C'est-à-dire que toutes les tares en fait, du Troisième Reich finissant, finalement, on les retrouve dans la pensée stratégique, politico-stratégique de l'OTAN, enfin des élites otaniennes, c'est en gros de Washington. Donc voilà pourquoi donc j'ai partant de ce principe et faisant le même calcul, le rapport de force économique, militaire, humain entre l'OTAN et la Russie, on pouvait en conclure quasiment le jour où l'opération est lancée que la Russie va gagner. Après, quand va-t-elle gagner ? À quel prix ?
Et en quoi consistera la victoire? Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut encore réfléchir et émettre des hypothèses. Mais la victoire de la Russie était évidente. Et je pense d'ailleurs que les élites de Washington, on va en parler, n'ont jamais cru que l'Ukraine puisse l'emporter, même avec l'aide de l'OTAN. Ce n'était pas du tout le but de l'aide qui est apportée à Kiev. Donc, je vais traiter donc mon exposé en 3 parties. Tout d'abord, je vais parler de cette méconnaissance. Donc, les élites occidentales méconnaissaient l'économie russe, méconnaissaient le complexe militaro-industriel russe, méconnaissaient l'armée russe et méconnaissaient la société russe. Et donc, avec cette méconnaissance, en fait, ils ont fixé un but de guerre, fixé une stratégie qui s'avère complètement fausse, et qui est un échec complet, et qui va avoir des conséquences, je l'espère, notamment sur une structure qui est en fait bien plus, qui est militaro-politique, mais qui est en fait bien plus politique que militaire, c'est-à-dire l'OTAN. Donc ça va être ma première partie. Dans une deuxième partie, on essaiera de revenir sur ce que veut la Russie, ce que voulait la Russie au début de l'opération militaire spéciale, ce qu'elle veut aujourd'hui. Et puis on fera un peu un récapitulatif des événements depuis le 21 février 2022 et essayer, se risquer à quelques prospectives pour essayer de voir à quelle échéance. Alors, on va être très prudent parce que je me suis trompé. Encore une fois, ceux qui me suivent, j'avais fait une vidéo au début de cette année, où j'ai fait le point, là où j'ai eu raison, là où j'ai eu tort. Donc, j'ai appris à être un peu plus prudent. Et en tout cas, je vous donnerai mon opinion sur ce que je pense de la suite des événements. Et puis, bien sûr, on ne pourra pas ne pas parler des conséquences de la guerre israélo-palestinienne sur le conflit de l'OTAN contre la Russie en Ukraine. Donc, les méconnaissances, eh bien, je pense que le plan, la stratégie de Washington, comme je vous l'ai dit, je doute il y a quand même des élites compétentes, je doute qu'ils aient cru un instant que l'Ukraine pouvait l'emporter. En revanche, ce qu'ils croyaient, c'est qu'il suffisait à l'Ukraine de tenir suffisamment longtemps et de mettre des sanctions à la Russie, comme disait Victoria Nuland, donc, qui est le numéro 2 des affaires étrangères américains, de mettre des sanctions comme elle n'en avait jamais vu. Et donc, ces sanctions allaient entraîner un effondrement économique de la Russie, n'est-ce pas Bruno Le Maire? Et donc, le peuple allait descendre dans la rue, se soulever, Poutine allait tomber, Navalny allait arriver au pouvoir et il allait découper la Russie en morceaux. Je caricature à peine, mais je pense que c'était ça le plan. Et évidemment, alors pourquoi est-ce qu'ils ont pensé ça? Alors déjà, cette idée de découper la Russie en morceaux, c'est quelque chose qui est très présent chez les néoconservateurs américains. On trouve ça chez Brzezinski, on trouve ça également dans la pensée polonaise. J'aurais un chapitre spécial sur la Pologne qui a eu, j'en avais déjà parlé dans mon premier livre, mais là, la Pologne, notamment la Pologne du PiS, donc le Parti national conservateur polonais, a joué un rôle très important d'influence et l'histoire de la Pologne, la manière dont la Pologne a recouvré son indépendance en 1918 explique aussi pourquoi elle croit que c'est encore possible. Si vous vous souvenez, donc la Pologne disparaît à la fin du XVIIIe siècle. Il y a ce qu'on appelait les partages de la Pologne. Il y en a eu un en 1773, je crois, peu importe, et l'autre un peu 15 ans après. Et en fait, donc la Pologne, ce qui était la Pologne à l'époque, c'est-à-dire c'était un empire. Hein, la Pologne est une grande puissance d'Europe centrale, notamment au XVIe et au XVIIe siècle. Et en fait, la Pologne s'effondre de l'intérieur parce qu'elle a les élites, et ça c'est une tare polonaise. Les Polonais sont un peuple très courageux, mais ils ont les élites les plus stupides, encore plus stupides que les élites françaises, et ça depuis 1000 ans. Bref. Et là, ça n'a pas raté, donc le pays s'effondre de l'intérieur et est partagé entre la Prusse, l'Autriche-Hongrie, et l'Autriche à l'époque, d'ailleurs c'était pas encore l'Autriche-Hongrie, et la Russie. Et donc le pays disparaît et à l'occasion, grâce à la Première Guerre mondiale, donc à l'effondrement d'une part de la Russie, d'autre part de l'Empire austro-hongrois et de la Prusse, eh bien, la Pologne renaît en 1918. Mais la Pologne ne renaît pas parce qu'elle a vaincu l'armée prussienne, l'armée russe ou l'armée austro-hongroise. Elle renaît parce que ces armées-là se sont détruites entre elles. Donc c'est presque un hasard si jamais la Pologne renaît. Donc elle pense, et elle peut l'emporter sur la Russie parce qu'il y a la guerre civile en Russie. Donc l'idée
de créer une grave crise en Russie qui permettrait ensuite de découper la Russie en morceaux, elle est éminemment polonaise. Et également, c'est celle aussi des pays baltes, qui eux, alors, par exemple, la Lettonie, l'Estonie n'ont jamais existé, donc ils sont nés de toutes pièces à ce moment-là. Et en fait, eux aussi, en fait, n'auraient jamais pu l'emporter sur l'armée russe en temps normal. Ils ont pu l'emporter parce que, eh bien, il y a eu une guerre civile en Russie, et cette guerre civile a été causée par 3 ans et demi d'un conflit qui a causé, je crois, du côté russe, c'était 1 800 000 morts, peut-être même plus. La gabegie, encore une fois, même si l'armée russe, d'ailleurs même en 1916, l'emporte sur toute la ligne de front, l'armée est dans un état épouvantable, elle est souvent mal commandée, mal équipée, voilà. Et surtout c'est une armée de paysans, et donc quand les agitateurs bolcheviques arrivent et expliquent aux soldats les terres vont être données aux paysans et elles vont être partagées, évidemment que les paysans mettent la crosse en l'air et rentrent pour participer au partage. Donc il y avait des circonstances exceptionnelles qui ont provoqué et ont permis à la Pologne de recouvrer sa souveraineté. Et donc cette idée en fait de faire s'écrouler la Russie de l'intérieur est quelque chose qui est profondément imprégné dans le crâne de nos amis polonais et qui a déteint, parce que aussi ça correspond à leur fantasme, sur les élites néoconservatrices aux États-Unis et leur relais en France, notamment. Vous voyez Jean-Sylvestre Montgrenier, Bruno Tertrais, donc, qui publie sur des revues comme Le Grand Continent, ou l'Institut Montaigne, etc. Et donc ça, vous le trouvez de toutes pièces. Donc ce mythe de l'effondrement de la Russie de l'intérieur, parce que la société va, parce qu'il y a des sanctions, la pauvreté, etc. Ça, c'est quelque chose. Et ça, je pense que c'était le plan. Et je pense qu'ils y croyaient véritablement, parce qu'ils connaissaient mal la Russie, parce qu'ils n'allaient pas vérifier leurs informations sur Stratpol. Et donc, dans un premier temps, ils ont largement sous-estimé la puissance de l'économie russe. Pour résumer l'idée de ce que pensaient les élites néoconservatrices donc, américaines et leurs relais en Europe, la Russie est une station-service avec l'arme nucléaire. C'est ce qu'avait dit John McCain. Donc feu John McCain, c'était un sénateur fanatique républicain qui haïssait la Russie parce qu'il était pilote pendant la guerre du Vietnam et que son avion avait été abattu par un missile soviétique et donc les soviétiques avaient donné aux Vietnamiens et qu'il avait été capturé. Voilà. Donc je pense que, à mon avis, l'irrationalité de son comportement, y compris au détriment de son propre pays, je pense que c'est plus une explication plutôt pathologique que rationnelle. Le fait est que lui haïssait profondément la Russie et avait sorti cette phrase qui n'était pas tout à fait fausse, et encore il y a 30 ans, mais qui aujourd'hui est évidemment, quand John McCain l'a dit il y a une dizaine d'années, était déjà complètement faux. Pourquoi c'était faux ? Parce que déjà la Russie est un pays très industrialisé, y compris au moment de la chute de l'Union soviétique. La Russie avait une industrie vieillissante, mais elle était, ce dont elle avait hérité de l'Union soviétique était significatif. Et d'ailleurs, une partie avait été construite en Ukraine. Donc l'Ukraine a hérité une bonne partie de l'industrie soviétique, une bonne partie du complexe mino-industriel russe. Et l'essentiel, d'ailleurs, le PIB avec le plus de, je dirais, qui était le plus de valeur ajoutée, c'était l'industrie. L'industrie héritée de l'Union soviétique, qui a été volée, d'ailleurs, en Russie comme en Ukraine, par ce qu'on a appelé les oligarques. Alors, en Russie, les oligarques ont été mis au pas quasiment ça a pris 3 ans, en gros, jusqu'à ce que Khodorkovsky soit envoyé en prison pour que Poutine leur montre à tous qu'il était sérieux. Mais en Ukraine, ça n'est jamais arrivé. Et donc le poids des oligarques, si vous avez lu mon premier livre, notamment dans le Maïdan, est évidemment... c'est l'âge d'or. Maïdan est l'âge d'or de l'oligarchie. Ceux qui ont financé Maïdan sont nommés gouverneurs. Ils répriment eux-mêmes des gens comme Kolomoïski, donc qui a créé Zelensky. Eh bien, donc ces gens-là sont extrêmement impuissants. Donc il y avait une véritable industrie. Et ensuite, et ça je l'ai découvert, je dirais, cette année, au fur et à mesure des forums auxquels j'allais, dans l'extrême-orient russe, etc., c'est qu'il y a chez Vladimir Poutine un Deng Xiaoping. C'est-à-dire que les Français sont un peuple éminemment politique, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'œuvre politique de Vladimir Poutine. Mais il y a quelque chose d'aussi important
qui est les réformes économiques. Et Poutine arrive au pouvoir et immédiatement il met en place des réformes économiques. Je l'ai pas vu, j'ai pas vu ça dans la durée, mais dans le livre que j'ai publié en 2012, La Nouvelle Grande Russie, je parle de ces réformes économiques, de cette simplification économique. Et ça, si vous voulez, donc Deng Xiaoping, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est un membre du Parti communiste chinois qui lance des réformes économiques en 1979, qui font qu'aujourd'hui la Chine est la première puissance économique au monde en réalité, et la première en parité de pouvoir d'achat, et la première évidemment la grande usine mondiale, on va dire. Donc la Chine n'est pas pas le seul pays à avoir fait ça. Le Vietnam a fait pareil en 1986, et en fait la Russie l'a fait avec 20 ans de retard par rapport à la Chine communiste, qui n'est plus d'ailleurs plus communiste en fait. Ça ressemble davantage d'ailleurs à un régime fasciste au sens étymologique du terme, enfin au sens original du terme, qu'à du communisme, puisque c'est vraiment l'économie de marché. Et Vladimir Poutine a fait pareil, il a mis en place toute une série de réformes. Ça a commencé par des réformes fiscales, et ensuite à la réintroduction de l'argent, de la richesse russe, qui est énorme, hein, parce que la Russie produit tout. Et transforme de plus en plus d'ailleurs ces matières premières, eh bien, en investissant dans les infrastructures, en profitant des Jeux Olympiques, du mondial de football, pour développer des infrastructures spécifiques dans toute la Russie. Donc on a assisté, en fait, on ne l'a pas vu, mais en fait, il y a eu un boom économique qui a complètement et fondamentalement transformé l'économie russe. Mais ce n'était pas ce que voulaient entendre les élites néoconservatrices aux États-Unis comme en France. Ce qu'ils voulaient entendre, c'était non, la Russie est une puissance pauvre. Donc, la Russie puissance pauvre, c'est le titre d'un livre qui a été publié par un historien d'origine russe qui s'appelle Sokolov en 1994. Et donc, sa théorie, qui est quelquefois vraie, quelquefois fausse, en tout cas, c'est de dire la Russie a toujours accusé un retard du point de vue économique avec les autres pays, donc elle compense par une volonté impériale et qu'elle peut se permettre en écrasant la population. Bon, c'est très caricatural, mais cela dit, l'ouvrage à l'époque ne manquait pas d'intérêt. Et donc, c'est ce que par exemple, vous entendez Thomas Gomard, le patron de l'Institut français des relations internationales, répéter ça en permanence, la Russie est une puissance pauvre, la Russie est une puissance pauvre. Et c'est ça que voulait entendre le Quai d'Orsay, c'est ça que veut entendre Emmanuel Macron. Et le problème, c'est que par exemple, les instituts qui conseillent le ministère des Affaires étrangères français, qui conseillent Bruno Le Maire, ils veulent que leur contrat de consultant soit reconduit chaque année. Et le problème, c'est que dès que vous dites quelque chose de favorable à la Russie, vous êtes un agent de Moscou. Donc en fait, écoutez, c'est un contrat avec le ministère des Affaires étrangères, c'est beaucoup d'argent, donc vous dites à Le Cornu, vous dites à Madame Colonna ou à Le Drian, vous dites ce qu'il veut entendre et que la Russie est une puissance pauvre. Donc cette espèce de fanatisme qu'on a vu dans les élites françaises sur la Russie, surtout avec l'arrivée de François Hollande, Sarkozy était, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, était beaucoup plus ouvert. C'était même presque un âge d'or en fait quand on compare le quinquennat de Sarkozy à l'époque. Eh bien en fait donc les instituts, les diplomates ont produit le résultat que les élites de gouvernement, les élites diplomatiques françaises, et c'était pareil aux États-Unis, voulaient entendre. Le problème, c'est que ce n'était pas du tout ça. Les chiffres même officiels de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, donnaient par exemple en 2021, donc juste avant la guerre, que la Russie, le poids de l'industrie et de la construction dans le PIB russe, c'était 32%, contre 28 en Allemagne, 22 en Italie et 16 en France. En France, on doit dû descendre en tout de 10%, je pense, grâce au Covid. Mais donc, en effet, la Russie produisait des biens à haute valeur ajoutée. Le poids des hydrocarbures dans le PIB n'est que de 15% à peu près, c'est-à-dire à peu près la même chose qu'au Canada, qui n'est pas considéré comme une station-service. Et surtout, la moitié de ces hydrocarbures sont transformés. Donc, il n'y a pas dans le PIB russe, il n'y a pas un surpoids, on va dire, des hydrocarbures. Et souvent, les gens mélangeaient aussi la différence entre le poids des hydrocarbures dans le PIB, dans le budget et dans le commerce international. Et effectivement, comme la Russie est un grand pays avec une grande population, elle consomme beaucoup de ce qu'elle produit. Et donc, elle exporte beaucoup d'hydrocarbures. Mais beaucoup moins que les gens s'imaginaient. Aujourd'hui, en gros, plus, moins 1 ou 2%. J'utilise ça parce que c'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. C'est en gros 15% du PIB, 30% du budget de l'État et 45% des exportations. Donc on le voit, ce n'est pas que ça.
Et à côté de ça, grâce à ça, la Russie est un pays très peu endetté qui investit énormément dans l'économie réelle. Donc, la première faute économique, ça a été ça. C'était la profonde méconnaissance de l'économie russe et surtout de la manière dont elle s'est adaptée en 2014 et 2015 et 2016 aux sanctions occidentales et comment elle a utilisé elle-même ces contre-sanctions. En 2014, la Russie est je crois, le plus gros importateur de cochons au monde. 3 ans après, elle commence à en exporter. La Russie est le deuxième producteur d'engrais au monde, derrière le Canada et devant la Biélorussie. Donc, c'est pas, alors, évidemment, c'est les engrais, c'est fait à partir des engrais azotés. Donc, là aussi, c'est de la transformation des matières premières. Mais, et en plus, donc, le boom agricole qui a eu lieu en Russie à partir de 2014 a été considérable. Demandez à nos agriculteurs ce qu'ils en pensent. Et ça, évidemment, ça a attiré d'autres secteurs de l'économie russe, notamment le secteur des machines, outils agricoles. Donc la Russie, tout d'un coup, c'est la production de tracteurs, de moissonneuses, batteuses, etc., a été largement, a entraîné une croissance extrêmement importante dans ce domaine-là. Et surtout, la Russie s'est dotée de son propre système de transfert d'argent, puisque les Occidentaux avaient mis des sanctions sur la Crimée. Donc en Crimée, vous ne pouviez pas utiliser votre carte Visa Mastercard et les transferts entre les banques n'étaient pas possibles puisque le SWIFT était coupé en Crimée. Et donc les Russes, dès 2014, ont mis en place leur propre système. Donc ils ont une carte MIR qui est l'équivalent de la carte bleue en fait. Donc un système typiquement russe et un système de transfert d'argent interbancaire qui s'appelle le SPFS. Ce qui fait que lorsque les sanctions ont été prises en mars, contre la Russie, si vous viviez en Russie et que vous n'étiez pas à l'étranger, vous ne les avez pas du tout sentis. Parce que toutes les cartes, même les cartes Visa Mastercard qui étaient émises en Russie, devaient avoir le système MIR inclus. Moi, encore une fois, j'ai toujours une carte Visa de la Sberbank. Elle ne marche plus avec le système Visa, mais je peux l'utiliser en Russie sans aucun problème. Donc, toute cette adaptation et cette capacité, cette plasticité de l'économie russe a été ignorée par les élites occidentales, et c'est pour ça qu'ils se sont trompés, et en plus après ils se sont eux-mêmes inventés, et là ça va vous rappeler le Covid, des modèles mathématiques pour dire le contraire. Et ça je l'avais découvert, je suis tombé par hasard sur c'était sur le BFM Business, donc il y a un spécialiste, donc conseiller du ministère de l'économie et des finances français, qui s'appelle Philippe Martin, et qui explique donc doctement début mars que se priver des hydrocarbures russes ne coûterait à la France que 0,3% du PIB. Je lui dis, mais où est-ce qu'il va chercher ça? C'est pas possible. Si jamais on se prive du deuxième exportateur de pétrole au monde, ça va forcément entraîner une augmentation des prix de l'énergie, pareil pour le gaz, donc baisse de compétitivité, etc. Ça va avoir des conséquences très graves macroéconomiques non seulement sur l'économie française, mais sur l'économie allemande. Et donc je télécharge ça fait une dizaine de pages, son analyse, et c'est un espèce de truc absolument... Bon, c'est compréhensible, mais ça n'a aucun sens. En fait, il applique un modèle mathématique, et on voit qu'il a fait un PhD, un 3e cycle aux États-Unis, et quand on cherche un peu, on voit que c'est les mêmes genres de modèles mathématiques qui vous expliquaient qu'il y aurait des millions de morts en France à cause du Covid. Donc, ce modèle mathématique a servi, et je pense que c'est ce que croyait Bruno Le Maire, que ça ne coûterait que 0,3% du PIB français. Évidemment, au contraire, ça a provoqué l'effondrement souvenez-vous de nos boulangers qui manifestaient. En Allemagne, ça a détruit tout simplement l'économie allemande. BASF, qui est le monstre industriel allemand, a dû déménager et s'est délibéré d'ailleurs aux États-Unis. Donc ça a été une véritable catastrophe. Donc profonde. Et troisième erreur économique, je dirais, c'est que les élites occidentales, notamment surtout européennes, se croyaient encore il y a 10 ans, il y a 20 ans ou même il y a 30 ans. C'est-à-dire, ils s'imaginaient que si les Occidentaux cessent d'acheter les hydrocarbures russes, il n'y aura personne d'autre pour les acheter. C'est comme s'ils n'avaient pas vu la montée en puissance des économies asiatiques ou d'économies comme le Brésil, et qui, eux, quoi qu'il arrive, ont besoin d'hydrocarbures à un prix raisonnable. Donc il est hors de question qu'ils appliquent
aucun des embargos, d'autant plus qu'il faut bien comprendre, c'est ce qu'avait dit le ministre des Affaires étrangères indien, c'est que il y a 1,5 milliard d'habitants en Inde. Si jamais tout d'un coup les prix de l'énergie deviennent insupportables, vous avez des régions grandes peuplées comme la France qui vont se soulever. Pareil en Chine, 1,3 milliard d'habitants. Si tout d'un coup les prix de l'énergie deviennent délirants, vous allez avoir des régions de 60 millions d'habitants qui vont se soulever. Donc ça, c'est absolument pas acceptable pour ces pays-là. Et qui sont en plus des pays sur une voie d'industrialisation massive. Et de toute manière, même en dehors de ces deux grandes puissances, vous avez, j'ai cité le Vietnam, mais vous avez l'Indonésie qui, en parité de pouvoir d'achat, son économie a dépassé celle de la France. Vous avez plein de pays qui sont sortis de la sous-industrie, qui ne sont plus des pays en voie de développement, mais des pays développés qui consomment énormément d'énergie. Et en fait, il y a un côté, comme disent un de mes amis, provincial. J'aime bien la province, je suis provincial moi-même. Mais c'est-à-dire de ces élites parisiennes qui ne connaissent pas le monde en fait dans lequel ils vivent, qui se croient toujours, quelquefois on a l'impression que c'est le 19e siècle. Vous savez, quand on était à l'école, l'Europe domine le monde, 19e siècle, etc. Mais là c'est fini, on ne domine plus le monde du tout, on est plutôt sur le déclin, et en fait ça il y a une espèce de refus de revoir la réalité. Excusez-moi, comme vous avez dû, si vous m'avez entendu cette semaine, j'ai mal à la gorge, c'est encore à cause des Russes, puisque j'ai pris froid en traversant la frontière finlandaise. Donc c'est toujours de leur faute de toute manière, et de Poutine. Et donc grosse méconnaissance donc, de l'économie, non seulement de l'économie russe, mais de leur propre économie et de l'économie mondiale. Donc tous ces gens qui nous parlent de l'open society, société ouverte sur le monde, en fait ce sont des bourgeois de province, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire qu'ils vivent dans leur petite Union européenne et qui comprennent absolument pas ce qui se passe, les grands enjeux économiques, le monde tel qu'il est en train de changer, les BRICS, etc. Tout ça, il ignore complètement. À cette ignorance grossière de cette donne économique, c'est ajouter une méconnaissance de la société russe. C'est-à-dire que donc l'idée, c'est qu'on va mettre des sanctions. Donc l'Ukraine doit tenir 3 mois, 6 mois, et après ça va être la révolution, l'économie russe va s'effondrer, etc., etc. Alors qu'il s'est passé exactement l'inverse. Une fois de plus, Vladimir Poutine, le judoka, a utilisé les sanctions pour faire un saut qualitatif dans ces réformes économiques et lancer ce que j'ai appelé l'hyper-industrialisation de la Russie pour devenir totalement souverain dans tous les domaines. Donc ça, non seulement ils n'ont pas vu ça, mais ils ont cru aussi que la société russe allait se fragmenter. Et ça aussi, c'est une croyance qu'ils avaient, notamment quand les anglo-saxons ont clairement joué la carte de la guerre en Tchétchénie, donc en faisant venir des djihadistes en Tchétchénie pour se battre contre la Russie, et donc ils étaient persuadés que, encore une fois l'influence polonaise, ce mouvement qui veut dépecer la Russie, ça s'appelait le prométhéisme dans l'entre-deux-guerres. C'était une idée du général Pilsudski, le père de l'indépendance retrouvée polonaise, et donc ils étaient toujours sur ce logiciel, et ils étaient persuadés que la société russe donc, se fragmenterait, que les Tchétchènes prendraient les armes contre les Russes, les Ingouches, les Tatars, etc. Il suffirait juste de jeter un peu d'huile sur le feu et que ça marcherait. D'ailleurs, en janvier de cette année, le PiS, donc le parti conservateur polonais, a fait une grande conférence à l'Union européenne où ils ont invité des soi-disant représentants des différents peuples de Russie, donc, que personne ne connaît, qui ne représentent rien, c'est complètement bidon. Mais cela dit, ils se sont auto-convaincus et ils ont convaincu les élites américaines de ça. Et qu'est-ce qu'on a observé ? On a observé exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'au contraire, la société russe, notamment les Tchétchènes, ont fusionné pour s'opposer à ce que les Russes appellent désormais l'Occident collectif, c'est-à-dire en gros Washington et les États esclaves, dont nous. Donc cette méconnaissance aussi profonde non seulement de la société russe, mais également du caractère des Russes. C'est-à-dire que les Russes n'ont pas... globalement, la population n'a pas envie de partir en guerre. Mais en revanche, une fois qu'elles se sont attaquées, alors là, elle fait bloc derrière le Kremlin. Et les gens ont confiance en Vladimir Poutine. Et donc, si Vladimir Poutine, finalement, après avoir attendu pendant 7 ans, décide de lancer l'opération militaire spéciale, c'est qu'il n'avait pas le choix. Et ça, tous les Russes en sont persuadés. Et dès le début, il y a eu un peu un état de choc, y compris
y compris pour moi. Ça a été une surprise parce que, encore une fois, j'avais toujours dit que les Russes rentrerait en guerre contre l'Ukraine si l'Ukraine faisait une opération d'épuration ethnique, ce qui était le plan officiellement annoncé quand même. Et en fait, c'est ce que l'Ukraine, on l'a appris après, s'apprêtait à faire. Donc évidemment, à l'époque, je ne le savais pas. Et en fait, Kiev s'apprêtait à attaquer en mars 2022 le Donbass, et donc les Russes ont fait une guerre préventive, comme nous aurions dû faire, nous, en 1936, contre l'Allemagne nazie, voilà, puisqu'ils veulent de la réduction ad Hitlerum, je vais leur en donner. Et donc la Russie a fait une guerre préventive, et le choc une fois passé, eh bien, la société russe, comme un seul homme, il y a évidemment des gens qui se sont enfuis, mais bon, ça c'est toujours pareil, toujours des lâches, mais la société russe a parfaitement compris l'enjeu et que c'était un combat pour la survie de la Russie. Donc, méconnaissance profonde de la société russe, méconnaissance aussi profonde du complexe militaro-industriel russe. Et il se trouve que moi, j'ai travaillé pour le complexe militaro-industriel français dans des projets de coopération avec la Russie jusqu'en 2014. Donc je connais un peu et notre complexe militaro-industriel et le complexe militaro-industriel russe. Et je connais les limites de notre système, des limites qu'aujourd'hui, maintenant, vous pouvez lire dans tous les médias, même les médias français, qui reconnaissent qu'en fait, on arrive... par exemple, le Cornu a découvert qu'on ne faisait plus de poudre à canon. Et donc, il a dit un grand projet. Et donc, on va lancer une usine de poudre à canon qui commencera à fonctionner en 2025 et qui permettra de produire 10 000 obus de 155 000 mètres par an, c'est-à-dire un quart de ce que les Russes tirent par jour. Hein. Donc, on en est là. Donc, parce que les complexes militaro-industriels russes occidentaux, en fait, beaucoup sont entre les mains du privé ou ont une gestion de type privé. Et donc, en fait, ils veulent gagner de l'argent. Donc, on s'est mis à produire des armes extrêmement compliquées, extrêmement sophistiquées, qui coûtent très cher. Or, dans une guerre de haute intensité, c'est bien d'avoir des armes sophistiquées. Les Russes en ont, notamment les drones Lancet qui font un malheur, l'aviation russe domine totalement le ciel. Mais il faut aussi avoir une capacité de produire massivement et pas cher. Et les Russes, et ça je le savais, c'est pour ça que quand j'entendais le colonel Goya expliquer que les Russes allaient manquer de munitions, j'ai dit complètement n'importe quoi. Et alors qu'en plus, nous, en France, on a vu un rapport parlementaire qui avait été sorti quasiment simultanément, un rapport sénatorial, je crois, qui était sorti simultanément au début de l'opération spéciale, qui disait qu'on avait 4 jours de réserve de munitions pour l'armée française. Donc, encore une fois, là aussi, ils vivaient dans un monde parallèle. Et les Russes, en plus, si vous voulez, pour représenter ce qu'est une usine russe, vous avez une grande usine, vous avez des machines-outils, et en temps de paix, vous avez 20% qui fonctionnent. Mais s'il faut appuyer sur l'accélérateur, vous recrutez des ouvriers et en 3 mois, la Russie a relancé totalement sa production. Nous, on n'a pas cette capacité. Par exemple, on ne peut pas produire de chars lourds aujourd'hui. La chaîne de montage, d'assemblage du Leclerc, elle a été remplacée par la chaîne d'assemblage du VBCI, qui est un bon véhicule, mais c'est un véhicule de combat d'infanterie, c'est pas un char lourd. Et donc si on voulait se remettre à produire des chars, il faudrait qu'on refasse une ligne de production, et ce serait extrêmement compliqué. Je ne sais même pas si on sera encore capable de le faire. Donc la structure et le fonctionnement des complexes militaro-industriels est totalement différent, et en plus, l'essentiel des armes produites en Russie, en fait, ce sont des sociétés d'État, et gérées comme des sociétés d'État. Et donc, il n'y a pas cette course au profit que vous pouvez voir aux États-Unis. Hein. Les armes coûtent très cher, déjà parce que 20% c'est de la corruption. Hein, indirect, ils appellent ça du lobbying. Donc, il faut payer le sénateur qui un tel, le parlementaire un tel, pour avoir des contrats d'armement. Donc, ça, c'est pas du tout le cas en Russie. Le principal fournisseur d'armement, les usines d'armement sont regroupées au sein de ce qu'on appelle Rostechnologie. Donc c'est une corporation d'État et c'est l'État. Donc le fait de dire que, par exemple, qu'ils disent l'armée russe est corrompue, peut-être les contrats pour les femmes de ménage, la cantine, oui, ok, pourquoi pas. Mais sur les questions vitales, comme l'armement, les salaires, effectivement, il y a longtemps, on donnait le cash au commandant du régiment, et c'est lui qui donnait les salaires. Voilà. Aujourd'hui, non, tout le monde reçoit son salaire sur sa carte mire. Donc, il n'y a pas d'histoire de corruption. Donc, tout ça est bien sûr est faux. Et
Donc, méconnaissance profonde du complexe militaire industriel russe et surtout qui est capable de produire pas cher. Et je vous disais que c'était pas plus mal que j'ai attendu un an pour finir mon bouquin. Ça a été confirmé il y a 3 semaines dans le New York Times qui explique que, eh bien, un obus de 152 mm russe coûte $600 à la production, hein, quand un obus de 155 mm autant, donc son équivalent, coûte $6 000 à la production. Donc 10 fois plus. C'est-à-dire que les Russes, avec 10 fois moins d'argent, eh bien, peuvent tirer, ou alors avec la même somme d'argent, peuvent tirer 10 fois plus que ces malheureux Ukrainiens. Donc ça aussi, c'était une profonde méconnaissance, sans doute un racisme anti-russe qui a survécu à la fin du communisme. Je sais parce que moi je viens d'un milieu très anticommuniste, et on avait tendance à assimiler les bolcheviks aux Russes, en fait. Et donc à entretenir, on peut dire, une forme de racisme et de mépris. Et c'était pas une bonne idée. Et également, il s'est produit au sein des élites militaires, notamment françaises, la même chose que j'ai décrit sur le point de vue économique. Donc, je parlais de Philippe Martin. J'espère qu'il n'y a pas de Martin dans la salle, mais il me pardonnera. Mais tous les ânes s'appellent Martin. Et notamment, le général Martin, donc, qui était attaché militaire à Moscou, il est parti juste avant le début de l'opération spéciale. Et lui, en fait, a donné. J'ai appris par la suite qu'il donnait, parce qu'il n'était pas connu pour être hostile à la Russie, par exemple. Mais quand il faisait ses rapports, quand il donnait des conférences, puisque certaines ont été rendues publiques, eh bien, il expliquait que l'armée russe était mal commandée, elle était corrompue, etc., etc., etc. Donc, il décrivait une armée qui était, enfin, quelque chose qui n'existait pas. Mais le problème, c'est que lui, il est comme Livry ou comme l'autre Martin, Philippe Martin, c'est-à-dire que s'il commence à dire « Attention, l'armée russe, depuis 2008, elle s'est réformée, il y a une montée en puissance, ils ont maintenant un corps des sous-officiers ». On entendait aussi au début, oui, il n'y a pas de corps des sous-officiers en Russie, parce que c'est vrai qu'il n'y en avait pas à l'époque, un vrai corps des sous-officiers, il n'y en avait pas à l'époque soviétique. Mais les Russes, ils ont tiré les leçons de la guerre de 2008 avec la Géorgie, et ils ont mis en place, j'ai visité d'ailleurs cette école d'officiers à Rязань, un cursus qui est même plus long que le cursus des sous-officiers français. Alors après, il y a toute une tradition, hein. En même temps, les sous-officiers en France, c'est la cheville ouvrière de l'armée, en fait. C'est vraiment quelque chose enfin, c'est une bonne armée à de bons sous-officiers. Donc, mais en fait, elle a un corps des sous-officiers, mais donc il a vendu à ses supérieurs pour être bien vu le contraire de ce qu'il observait. Et donc, si vous voulez, je l'ai cité plusieurs fois, mais j'aime bien Karl Kraus, c'était un polémiste autrichien dans l'entre-deux-guerres. Il détestait les médias, il méprisait profondément les journalistes. Et il disait les guerres commencent lorsque les politiciens mentent aux journalistes et croient ce qu'ils lisent dans les journaux. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec nos gamelins, comme ceux que j'ai appelés gamelins. C'est-à-dire que pour avoir une belle carrière, et le général Martin est devenu le plus jeune général de l'armée française, pour avoir une belle carrière, eh bien vous dites le contraire de ce que vous pensez. Et donc les décisions qui sont prises par les élites politiques, économiques et militaires sont prises sur des choses qui sont totalement fausses. Mais c'est ce qu'ils voulaient entendre. Donc méconnaissance profonde du complexe militaire industriel et méconnaissance profonde également de l'armée russe. Donc sous-estimation. Il y a eu un énorme mensonge, notamment sur ceux que j'appelais les gamelins de plateau, qui expliquaient on a été très déçus par l'armée russe, on pensait que c'était l'armée une des plus fortes du monde, c'est pas du tout ça. Donc ça, ils ne l'ont jamais pensé. Tous les rapports, et je les ai lus, ceux qui me suivent depuis longtemps sur Stratpol, j'en ai même parlé. J'avais fait précisément une vidéo en 2019 sur les experts militaires français et la Russie, et ils racontaient n'importe quoi. Ils péroraient sur les leçons à tirer de la prise de la Crimée par l'armée russe. L'armée russe n'a pas pris la Crimée, c'est les Criméens qui ont pris la Crimée. Il n'y a pas eu de combat. Sur les 22 000, ça c'est les chiffres officiels, rapport Mitnick, donc, qui est un député de Petro Poroshenko, du parti ils font un rapport sur ce qui s'est passé en Crimée, et il le dit lui-même, sur les 22 000 soldats ukrainiens en Crimée, 20 000 ont rejoint la Russie. Il dit oui, il y avait 20 000 déserteurs. Sur une armée de 22 000, donc en fait, il n'y a pas eu de combat. Le chef d'état-major de la flotte ukrainienne, aujourd'hui, il est numéro 2 de la flotte du Pacifique en Russie.
hein. Et son prédécesseur est numéro 2 de la flotte de la mer Noire, je crois. Donc en fait, il n'y a pas eu de combat en Crimée. Il y a eu rapidement, je dirais même l'armée russe s'est déployée pour protéger les militaires ukrainiens de la vindicte des Criméens, qui sont évidemment russes. Même quand ils sont ukrainiens, ils sont pour la Russie. Par exemple, Isabelle Facon, qui travaille pour la Fondation pour la recherche stratégique, on a parlé, elle a fait une étude sur l'armée russe, et elle nous parle de la Crimée. Le colonel Goya nous parle de la Crimée, mais de quoi? Il n'y a pas eu de combat en Crimée. Mais le problème, c'est que si vous dites, bah oui, en fait, non, les gens se sont spontanément mis du côté de la Russie, puisque la légalité, l'État ukrainien n'était plus un État légal. Il y a eu un coup d'État, donc ils se sont dit, bon, ben, nous, dans ce cas, on rejoint la Russie. Donc c'est ça qui s'est passé. Donc en fait, ils ont, pareil, produit des analyses sur des choses qui n'existaient pas. Et c'est ça qui aussi a fait donc une profonde méconnaissance de l'armée. Et quand il parlait de l'armée russe, par exemple, souvenez-vous, en mars 2018, Vladimir Poutine fait son adresse devant le Congrès, le Congrès russe, donc les parlementaires russes, et il présente les nouvelles armes. Donc les fameuses, donc il y avait les armes hypersoniques, le missile à propulsion nucléaire. Il y avait toute une gamme, le drone sous-marin à propulsion nucléaire, exactement. Et là, sur les plateaux de télé, bien sûr que les Russes ne peuvent pas faire ça. C'est pas possible qu'ils puissent avoir des missiles hypersoniques et les produire en série. Maintenant, ça fait plus rire personne, hein. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine l'a rappelé il y a 2 jours. Il a dit, c'est pas une menace. Quand les Américains ont annoncé qu'ils avaient 2 groupes aéronavals de porte-avions avec leur suite qui allait arriver en Méditerranée, il a dit c'est pas une menace, mais nos MiG-31 et les missiles Kinjal hypersoniques survolent la mer Noire et leurs porte-avions sont à portée. C'est pas une menace, c'est un rappel. Donc et ça ne fait pas rire les Américains, ils ne se moquent pas. Donc en fait, ce dénigrement systématique de l'armée russe, était systématique. Et c'est pour ça qu'aussi les mauvaises décisions ont été prises. Une armée corrompue, les soldats mal entraînés, pas de corps de sous-officiers. Donc on peut y aller, on va prendre des sanctions, les Ukrainiens vont gagner la guerre, on va leur donner des missiles, des armes magiques, et ça va marcher. Donc évidemment, ça n'a pas marché. Et surtout, personne n'a voulu reconnaître la vérité de l'offensive russe, c'est que la Russie a attaqué l'Ukraine, l'armée otano-kievienne, à 1 contre 3. Et s'est emparée de plus de 100 000 km² du territoire. Et aujourd'hui, la mer d'Azov est pour toujours une mer intérieure russe. Donc évidemment que, encore une fois, c'est une opération militaire spéciale, c'est une guerre. Et qu'il y a des revers de temps en temps, mais globalement, ce que la Russie a réussi à faire à 1 contre 3, c'est unique dans l'histoire militaire, je pense. Surtout l'histoire militaire contemporaine. Donc c'était extrêmement bien joué. Et malgré tout, d'ailleurs, si vous écoutez encore une fois les gamins de plateau, alors aujourd'hui on les entend moins quand même. On les entend moins depuis l'échec absolu de l'offensive ukrainienne, mais globalement ils se sont enferrés dans la Russie n'a plus de munitions, elle n'arrivera pas, ils sont dépassés, ils contrôlent pas des choses qui étaient évidemment fausses. Et d'ailleurs et là où on entendait le pire, encore une fois, c'était dans les médias français, dans les médias anglo-saxons. Très rapidement, au début de l'année 2023, on a commencé à avoir des doutes. On a commencé à avoir des doutes sur les réelles capacités de l'armée otano-kievienne. Donc, ils se sont menti également, pour les différentes raisons que j'ai citées, sur les capacités de l'armée russe. Donc là, je vais attaquer ma deuxième partie, sans transition. Que veut aujourd'hui la Russie? Donc, on va revenir un peu sur ce qu'elle voulait déjà au début du conflit. Donc, le 21 février 2022, Vladimir Poutine reconnaît l'indépendance de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lugansk. La Russie reconnaît l'indépendance dans les frontières administratives. Or, en gros, les rebelles contrôlent 50% du territoire de la République populaire de Donetsk. Et moins à l'époque, 40% de la République populaire de Lugansk. Donc c'est-à-dire que ça suppose que la Russie doit prendre le reste par la force.
Euh, pour la République populaire de Lugansk, aujourd'hui, c'est fait. La totalité du territoire, quasiment, est contrôlée par les Russes. Et suite à cette reconnaissance, la Russie décide le 24 février, donc Vladimir Poutine fait son fameux discours du 24 février, il fait 2 importants discours, un le 21 et un le 24. Et notamment, dans le discours du 21, je crois, il s'adresse aux élites ukrainiennes, il a dit, vous voulez la décommunisation, parce que l'Ukraine dit on était victime du communisme, etc. Décommunisation, c'était le terme. Il dit, vous voulez la décommunisation, eh bien, pourquoi la faire à moitié? Allons-y à fond. Et ça veut dire quoi? C'est la fin de l'Ukraine. Parce que ce sont les bolcheviks, c'est Staline, Lénine, Kaganovitch, qui ont créé la République socialiste d'Ukraine. C'était la première fois qu'il y avait un État ukrainien et qui a obtenu son indépendance en décembre 1991. Donc là, c'est clair que les choses donc, vont devenir militaires. Et alors, donc les buts de guerre sont annoncés assez rapidement. Donc c'est la reconnaissance de la réunification de la Crimée avec la Russie et l'indépendance des républiques de Donetsk et de Lugansk dans leurs frontières administratives. Donc ça suppose qu'il faut prendre, encore une fois, aujourd'hui, dans ce qu'on observe sur la ligne de combat, Avdiivka, la prise de Bakhmut, ensuite Slaviansk-Kramatorsk, c'est toujours cette volonté de libérer la totalité du territoire de la République populaire de Donetsk. Donc les Russes voulaient ça, et ils voulaient également ce qu'ils ont appelé la dénazification et la démilitarisation. Alors je vais commencer par la démilitarisation, parce que ça c'est fait. L'Ukraine a hérité du complexe militaro-industriel soviétique de 35 à 40% du potentiel. Les fameux chars T-34 ont été conçus à Kharkov, même si après l'usine, au moment de la guerre, a été déménagée. Mais il y avait toujours une usine de chars à Kharkov qui produisait des chars, qui pouvaient les maintenir. Il y a également les avions Antonov. Donc, il y avait le plus grand avion du monde qui a été détruit au moment de l'offensive russe. Et vous aviez également Motor Sich, je cite les plus importants, donc qui produisaient des moteurs d'hélicoptères, des moteurs d'avions de transport, et également Yuzhmash, donc qui pouvaient envoyer des fusées dans l'espace. Donc il y avait vraiment un énorme potentiel dont avait hérité l'Ukraine. Tout ce potentiel a été détruit assez rapidement. Le conseiller de Zelensky de l'époque, donc qui s'appelait Arestovitch, je crois fin mars, début avril, fait une déclaration en disant tout le complexe militaire industriel est détruit. Donc aujourd'hui, quand on parle de complexe militaire industriel ukrainien, c'est des usines d'assemblage de drones, mais ce n'est pas du tout du militaro-industriel. Et en plus, l'essentiel des armements viennent de l'étranger. Et c'est ça le problème. Et surtout, ils sont assez divers. On pourra en parler tout à l'heure, si vous voulez. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, la dénazification, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moi, j'aime pas trop ce terme, en fait. Je l'utilisais au début parce que c'est bien pratique. Mais globalement, comme tout le monde se traite de nazi, notamment en France, en fait, ça ne veut plus rien dire, en fait. Pour Daniel Cohn-Bendit, le général de Gaulle était un fasciste ou un nazi en mai 68, vous voyez. Donc, ça ne veut absolument rien dire. Donc, je préfère le terme même si il faut l'expliquer, de débandérisation. Donc Stepan Bandera, c'était le grand collabo de l'Allemagne nazie. C'est lui qui a fait publier par son adjoint Stetsko le 30 juin 1941 à Lvov la déclaration d'indépendance de l'Ukraine, article 3, la nouvelle Ukraine s'inscrira dans la nouvelle Europe de national-socialiste sous la direction de son sympathique chef Adolf Hitler. Et en gros, c'est ce qui est écrit, on peut le trouver sur Internet, c'est pas un secret. Donc ce que voulaient les Russes, surtout, c'est qu'on arrête de fabriquer en Ukraine une anti-Russie. Et c'était vraiment le cas. Tout le programme éducatif a été changé. On a appris aux enfants à tout d'un coup détester leur arrière-grand-père qui était considéré comme des héros de la victoire contre les nazis. Et puis, bandérisation de l'espace public. Et par exemple, donc à Kiev, au moment de l'arrivée des troupes allemandes, en 1941, il y a un grand pogrom à Babi-Yar. Donc c'est un pogrom essentiel. Il n'y avait pas que des juifs, mais il y avait essentiellement des juifs, mais également des Russes. J'ai l'impression mais également des Russes, des Polonais. Et donc il y a eu plus de 20 000 morts. Il y avait une énorme fosse. Qui a été déterré, donc c'est parfaitement documenté. Et donc l'avenue de Kiev qui allait jusqu'à cette fosse avait le nom d'un général ou un maréchal soviétique, je ne me souviens plus, peu importe, et a été rebaptisé Stepan Bandera. Donc si vous voulez,
C'est un peu, je ne sais pas si pour aller, si c'est l'avenue qui amène à Auschwitz, vous appelez ça l'avenue Adolf Hitler. C'est pour les Russes, c'est exactement la même chose. Donc évidemment, ça, les Russes n'en veulent pas. Ils ne veulent pas l'héroïsation des perdants en plus de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont la chance de faire partie réellement du camp des vainqueurs. Pour nous, c'est un peu plus difficile après notre brillante prestation de notre général Gamelin en 1940. Mais non, donc c'est vraiment quelque chose. Et on apprend réellement aux enfants à Mariupol. Moi, j'ai des amis qui ont regardé les programmes scolaires. C'était tout simplement, on leur apprend à mépriser ceux qu'ils sont eux-mêmes. Parce qu'à Mariupol, c'est des Russes. Hein. Donc ça, la Russie voulait en finir et finalement voulait aussi l'application de la proposition de paix qu'avait fait Vladimir Poutine à l'hiver 2021, où il avait dit qu'il voulait des garanties de sécurité. Et l'administration Biden a pris le truc, broyeuse, et ils ont dit non, la décision de rentrer de l'OTAN, c'est une décision souveraine de l'Ukraine. Comme si le fait d'appartenir à une alliance militaire était une décision de politique intérieure. Et la Première Guerre mondiale a notamment démarré à cause des alliances militaires. Parce qu'il y a une espèce d'escalade de course vers la guerre qui est devenue inévitable parce que tous les pays de la Triplice ou de la Triple Alliance ont mis en marche les mécanismes en fait, de rendre automatique la guerre. Donc évidemment que ce n'était pas un acte de simple politique intérieure. Et donc les Russes voulaient obtenir par la force ce qu'ils n'avaient pas pu obtenir par la diplomatie. Donc ça, c'est ce qu'on avait au début. Le problème, c'est que... Et en principe, les Ukrainiens étaient d'accord avec ça. On le sait, Zelensky, contrairement à ce qu'a dit Éric Zemmour, n'est pas un patriote héroïque, puisque au bout de 24 heures, il voulait se rendre, il voulait négocier. C'est la première fois dans l'histoire des conflits. Il voulait négocier, et d'ailleurs des négociations ont commencé au bout de 3 jours, d'abord à Minsk, et ensuite en Turquie, y compris avec le parrainage du Premier ministre de l'époque, Bennett, qui après a donné un témoignage sur ce qui s'était passé. Il a dit que Zelensky était terrorisé, qu'il l'a appelé en lui disant « Est-ce que tu peux appeler Poutine, lui demander s'il veut me tuer ?» Et donc Bennett a appelé... C'est Bennett qui le raconte, c'est pas moi. Hein. Bennett a appelé Poutine. Poutine a dit « Non, je ne veux pas le tuer. » Et donc, à partir de là, on a commencé à le voir. Il est sorti de son bunker. Et donc, il y a eu une première négociation qui a eu lieu à Minsk. On n'a pas trop les détails, mais ce qu'on sait, c'est que sur les 5, je crois, négociateurs qui sont venus, il y en a un qui est rentré, il s'est fait descendre immédiatement. Il était liquidé. Donc ça, c'était la reprise en main des ultras et de l'OTAN, de ce qui devait être la politique, avec la Russie. Et ce qui s'est passé également, c'est que malgré tout, mars, avril, on y est presque. Les Russes ont fait des concessions. Il y a différentes choses qui ont bien avancé et on n'est pas loin d'un accord. Et à ce moment-là, Johnson débarque à Kiev, le Premier ministre anglais de l'époque, et met fin aux négociations. Et en disant, et c'est là où on voit vraiment le plan, il suffit juste de tenir quelques mois et l'économie russe va s'effondrer, n'est-ce pas Bruno Le Maire ? Donc voilà où on en était, et voilà ce qui a échoué. Donc les Russes ont vite compris que ce ne serait pas le plan A qui allait fonctionner, donc il fallait un plan B. Et donc ils ont continué, donc ils se sont retirés du nord de Kiev et ils ont continué sur leur axe d'effort principal qui a toujours été le Donbass. Et donc ils se sont emparés. Début juillet, ils ont pris Severodonetsk, Lysychansk. Donc aujourd'hui on n'en parle plus, mais c'est quand même des villes d'une taille tout à fait significative. Et ils ont continué à avancer. Et à partir de là, les Russes ont observé que l'OTAN déversait énormément d'armes en Ukraine. À commencer par, à mon avis, les meilleurs transferts d'armes qui ont été faits à l'Ukraine ont été faits au début. Pourquoi ? Parce que ce sont les armes soviétiques qui sont disponibles en Europe de l'Est. La Pologne, notamment, avait gardé une quantité significative de T-72, les avait modifiés. Donc, c'est un peu le char de base que vous trouvez des deux côtés, d'ailleurs. Les Russes l'ont modifié, les Polonais l'ont modifié, les Ukrainiens l'ont un peu modifié. Et donc, donc tout ce qui était munitions, système d'armes soviétiques a été, et ensuite, d'ailleurs, les avions, les MiG-29, les Sukhoi 25, tout ce qui traînait, a été envoyé en Ukraine. Et c'était, pour l'Ukraine, pour le pouvoir kievien, une bonne chose, parce que
elle savait les entretenir. Même s'il n'y a plus d'usine, il y a des ateliers, il y a des techniciens. Donc les pilotes savent voler dessus. Donc évidemment que c'était ce qu'il y a de mieux. Le problème, c'est que cette armée-là, en gros, a été complètement détruite durant les offensives ratées, notamment dans la région de Kherson l'été. Donc les Russes ont quitté Kherson, mais pas sous la pression des assauts ukrainiens, mais parce que c'était pas tenable de maintenir des lignes logistiques à travers le Dniepr sur plus de 500 mètres. C'était pas possible. Mais donc les pertes ukrainiennes ont été immédiatement énormes, et y compris au niveau des véhicules. Et donc il a fallu remplacer ces chars par d'autres. Et c'est là où on a vu arriver donc, ce que j'appelais la deuxième armée otano-kievienne, celle qui était en gros liquidée, qui a été liquidée au moment de l'offensive ratée ukrainienne. Et donc après, si vous voulez, tout à l'heure on pourra rentrer plus dans le détail, mais en gros, ce qui a été donné est beaucoup moins pratique pour les Ukrainiens, parce qu'ils ne savent pas l'entretenir. En plus, les chars, ce sont des chars qui ont été conçus à l'époque de la guerre froide, où on allait résister aux assauts potentiels de l'Union soviétique. Donc ils sont faits pour utiliser les infrastructures de bonne qualité européennes, les ponts allemands, les ponts français, les routes françaises. Et ils sont même trop lourds ça avait été noté par l'OTAN, pour les infrastructures polonaises, dans lesquelles vos impôts investissent depuis quand même 20 ans. Vous voyez, eh ben, c'est quand même trop lourd. Il faut regarder les rapports des camionneurs qui vont en Pologne. Ils en ont ras-le-bol parce que les ponts sont trop bas, ils sont trop fragiles, donc si le camion est trop chargé, il ne peut pas passer. Voilà, donc ça, c'est des choses que l'OTAN savait. Et donc imaginez si c'est le cas en Pologne, dans lequel l'argent des Français et des Allemands fabrique des infrastructures depuis 20 ans, imaginez en Ukraine, où là, il n'y a quasiment rien d'entretenu. Donc les chars sont trop lourds, trop hauts. C'est des équipages de 4 au lieu de 3, parce que les soviétiques, comme les Français avaient automatisé le rechargement du canon, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, au passage, on pourra en reparler tout à l'heure si vous voulez, l'Ukraine s'est retrouvée avec des matériels compliqués, différents, donc, puisque un Challenger n'a rien à voir avec un Léopard, qui n'a rien à voir avec un Abrams, sauf le canon qui est fabriqué par Rheinmetall. Mais en gros, c'était très compliqué, des chaînes de logistique. L'Abrams fonctionne au kérosène, il consomme énormément de carburant, alors que tous les chars soviétiques étaient multicarburants. Je crois que même une bouteille de vodka dedans, ça va le faire démarrer. Donc c'était pas du tout fait pour faire la même guerre. Et surtout, les chars soviétiques font 20 tonnes de moins que le plus léger des chars qui a été donné à l'Ukraine. C'est 45 tonnes contre 65 tonnes ou 74 tonnes. Donc vous imaginez dans le Tchernosium, comme ça s'enlise. Donc voilà. Bon, cela dit, les Russes ont constaté que l'OTAN avait bien l'intention de continuer à soutenir l'armée kievienne. Et d'ailleurs, c'était de plus en plus une armée otanienne, de moins en moins une armée kievienne. Donc ils ont décidé de changer de braquet, et ça s'est traduit par la mobilisation et également par la réintégration dans la Fédération de Russie de non seulement la République populaire de Donetsk et Lugansk, mais celle de Kherson et de Zaporozhye, qui étaient les deux régions dans lesquelles la Russie avait le plus avancé et où avait pu se maintenir au sud du Dniepr. Et donc les objectifs militaires par rapport il y a 1 an et demi ont changé. Et c'est un problème pour Kiev, parce que par exemple aujourd'hui, l'OTAN en a ras-le-bol, les Ukrainiens en ont ras-le-bol, mais Kiev, que peut faire Kiev ? Si jamais tout d'un coup, en admettant même que les Russes acceptent que la ligne de front, ce soit la ligne de front actuelle, la nouvelle frontière, c'est une ligne de front. Ils sont arrivés en demandant 30 000 km². Ils en ont plus de 100 000 km². Ils ont détruit le complexe militaro-industriel. L'Ukraine, économiquement, ça ne lèvera jamais. Les gens qui ont émigré ne reviendront jamais. Donc en fait, le pays a été détruit, alors qu'il suffisait de négocier, d'être raisonnable en février-mars 2022. Donc Zelensky est coincé, et surtout l'entourage de Zelensky est coincé. Parce que, en fait, il y a une journaliste ukrainienne qui les appelait des sociopathes. Et c'est vrai que vous voyez je vais pas vous donner les noms, mais Podolyak, le chef de l'administration présidentielle, j'ai oublié, Yermak, le Premier ministre, tout ça, ce sont des fous. Et ces gens-là, sans Zelensky, ne sont rien.
Donc la seule chose qui fait qu'aujourd'hui Zelensky n'a pas été flingué, c'est que les gens qui l'entourent ont besoin de Zelensky. Sinon, ils finiront sans doute en fuite parce que les Russes ne leur pardonneront jamais le massacre des Russes dans le Donbass ou dans le reste de l'Ukraine. Donc ils finiront comme Stepan Bandera en 1959 à Munich. Et donc, évidemment, pour eux, c'est la survie de Zelensky, c'est leur survie. C'est pour ça que Zelensky est encore en vie. Mais il y a des clans, évidemment, qui aimeraient bien prendre la place. Et ça va être intéressant d'observer ce qui va se passer, puisqu'il y a des élections présidentielles en Ukraine l'année prochaine, comme en Russie d'ailleurs. Donc, le but de guerre, les buts de guerre russes ont changé, et aujourd'hui, c'est la reconnaissance donc, des 4 régions dans leurs frontières administratives. C'est-à-dire redonner Kherson, prendre la ville de Zaporozhye, et ça s'est dit plus ou moins ouvertement, récupérer en fait encore au moins 5 régions qui composaient la Nouvelle-Russie. La Nouvelle-Russie, ce sont des terres qui appartenaient au Khanat de Crimée, qui ont été prises par la Russie au XVIIIe siècle. Et donc, elles partaient de Odessa, qui n'était pas encore fondée, c'est la Grande Catherine et le duc de Richelieu, encore en français, qui ont fondé Odessa. Et donc, c'était une bande qui partait donc d'Odessa, qui remontait jusqu'à Kharkov. Donc, les Russes vont récupérer ça, c'est-à-dire 5 régions, Kharkov, Dniepropetrovsk, Kryvyi Rog, Nikolaïev et Odessa. C'est au minimum. Parce que les Russes veulent priver non seulement ce qui restera de l'Ukraine, mais également la Pologne de l'accès à la mer Noire, pour mettre fin au projet géopolitique polonais d'initiative des 3 mers. Donc ça veut dire que les objectifs russes ont largement changé par rapport au début, de par la faute de l'OTAN, de Washington, qui était persuadé que la Russie allait s'effondrer. Et on voit bien qu'aujourd'hui, maintenant même dans la presse française, il fait bah oui, la croissance russe sera meilleure que celle de la zone euro. Ah bah oui, ils vendent leur pétrole à plus de $80 alors qu'on a mis un cap à 60. Et au fur et à mesure, vous apprenez qu'en fait, il n'y a rien qui a marché. Et la Russie a gagné plus d'argent en vendant moins. Puisqu'ils ont créé une crise sur les hydrocarbures, sur le gaz, sur le pétrole. Et de toute manière, on a toujours besoin d'acheter du nucléaire, du carburant nucléaire russe, de l'uranium, y compris les Américains. Donc en fait, on s'aperçoit tout d'un coup à quel point on était dépendant de l'économie russe. Encore une fois, méconnaissance profonde de l'économie. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'en suis même certain, la stratégie des Russes depuis juin 2022, c'est la destruction du potentiel militaro-humain et technique otano-kievien. Et donc, je pense qu'il ne faut pas trop s'attarder à, comme le faisaient les plateaux de télé, au nombre de kilomètres carrés gagnés ou perdus. Ça n'a aucun intérêt. Quand les Allemands ont percé à Sedan en 1940, ce n'était pas pour prendre Sedan, c'était pour percer à Sedan, couper l'armée française de ses bases et la détruire. Les Russes veulent faire la même chose. Les Russes veulent détruire l'armée ukrainienne. C'est ce qu'ils ont fait à Bakhmout, ce que Prigojine a appelé le hachoir à viande. Je pense qu'ils veulent faire du côté de Kupiansk, du côté d'Avdiivka en ce moment. Et je pense que c'est ça le plan. Et c'est d'utiliser l'immense supériorité de feu, des capacités de feu, de l'armée russe. L'armée russe domine par le nombre de munitions tirées, par le nombre de canons, et également parce que ces avions peuvent bombarder en toute impunité 70 km à l'intérieur de la ligne de front ukrainienne. Donc en fait, le but, c'est tranquillement de détruire en fait, l'armée ukrainienne. Et après, ils prendront ce qu'ils veulent. Jusqu'où iront-ils ? Donc, la Nouvelle-Russie, ça je pense que c'est clair. Beaucoup de Russes disent, mais de toute manière, la guerre ne sera réellement terminée que quand l'armée russe défilera à Kiev. Bon, j'aimerais qu'ils soient un peu plus nuancés, mais on sent que là, c'est un peu le problème, c'est que plus l'OTAN fera traîner la guerre en Russie, plus les Russes vont vouloir rentabiliser l'investissement. Donc, il serait peut-être temps de s'arrêter. Il serait peut-être temps de s'arrêter maintenant, puisqu'on parle de temps. Oui, j'ai encore 10 minutes. Bon. Donc voilà, quelle prospective on peut faire ? La Russie continue à monter en puissance. Elle compense, donc elle modifie, elle ajoute à son système de bataille, on peut dire, ce qui lui manquait, notamment les systèmes de contre-batterie, les Koalitsia, donc qui sont un canon dont la portée est équivalente à celle du César ou du Paladin américain. Ça lui manque. Je croyais qu'ils avaient commencé la fabrication en série. En fait, j'ai lu un article ce matin, ou c'était hier,
où en fait Rostechnology a annoncé que les tests avaient été concluants et qu'ils étaient prêts à produire en série. Alors, peut-être qu'ils ont déjà commencé à produire en série. Le fait est que ça, c'est une grosse lacune de l'armée russe qui va être comblée. Donc je pense que l'armée russe passera dans quelque chose de vraiment sérieux comme offensive quand tout son système de bataille sera prêt. Et quand on compare, par exemple, du côté le système de bataille ukrainien, c'est du saupoudrage avec des matériels totalement différents. Et ça, c'était un des canaux ukrainiens que je suis, donc, qui est pro-ukrainien mais en russe, qui s'appelle Resident. Je lisais une analyse qui expliquait la différence entre la mobilisation russe et la mobilisation ukrainienne. Les Russes ont mobilisé 300 000 hommes l'année dernière, point. Aujourd'hui, comme il y a un élan patriotique en Russie, il donnait le chiffre, il y a 357 000 engagés volontaires en Russie cette année. Donc il n'y a pas besoin de mobilisation, et en plus il va falloir les former. Donc je pense que quand toute cette masse sera formée, c'est-à-dire en 2024, les Russes vont passer à quelque chose de plus massif, de plus sérieux, si l'armée ukrainienne tient encore. À cela s'ajoute, donc toujours dans la perspective, pour faire une prospective, à mon avis un point important, c'est l'élection présidentielle américaine qui a lieu en novembre 2024. Et le problème pour les démocrates, c'est qu'ils doivent liquider l'affaire ukrainienne ou la geler avant les élections. Parce que je compare ça à la fuite, enfin la débandade, la débâcle d'Afghanistan en 2021. Cette débâcle, qui quand on l'a observé, on s'est dit mais c'est dingue, voilà. Ça n'aura aucune influence sur l'élection présidentielle. Parce que les Américains ont déjà oublié, ils ne savent même pas où est l'Afghanistan, et ils ont des problèmes intérieurs plus importants. Mais le fait de maintenir ce conflit en Ukraine qui coûte très cher, ça va influer. Si jamais le conflit, par exemple, continue encore et que, par exemple, les Russes font une grande offensive en été, que c'est la catastrophe pour l'armée ukrainienne, ça aura un impact contre le candidat républicain, que ce soit Joe Biden ou un autre, en novembre. Donc, pour les républicains, eux, ce qu'ils voudraient, c'est geler le conflit. L'idée de geler le conflit est apparue dès le début de l'offensive ukrainienne, où, quand tout le monde a constaté que ça irait vers un échec. Et à partir de là, dans la presse, petit à petit, on a parlé, et pourquoi pas la solution coréenne. C'est-à-dire le conflit en 1953 en Corée est gelé, le long du 38e parallèle, et c'est-à-dire là où était la ligne de front. Et donc ça, pour les Américains, ce serait l'idéal, geler le conflit, et puis s'y remettre une fois que les élections sont passées. Mais évidemment, les Russes, ça ne les intéresse pas. Et en 1953, les Américains voulaient arrêter, les Chinois et les Soviétiques voulaient arrêter. Là, il n'y a que les Américains qui veulent arrêter. Les Russes, ça va très bien, ils ont appuyé sur l'accélérateur, et notamment pour le complexe militant industriel, augmentation de 70% du budget de la défense pour l'année prochaine. Donc les Russes n'ont pas du tout l'intention de geler le conflit. Donc la dernière solution qui reste, il y a deux solutions qui restent pour Biden, c'est soit faire gagner la guerre à l'Ukraine, bon, il ne peut pas, ou alors liquider l'affaire. Et si jamais, il a 6 mois pour liquider l'affaire, en gros. Si l'affaire ukrainienne est liquidée en mars-avril, les gens seront passés à autre chose déjà au bout de 3 semaines. Un petit Covid-24 dessus et on n'en parle plus. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir garder à l'esprit. Il y a une échéance pour les démocrates qui sont les farouches supporters de la guerre contre la Russie. Et une autre raison aussi pour laquelle ça aura de l'influence, c'est qu'il y a eu ce fameux catastrophe naturelle à Hawaï, et les Américains, le gouvernement américain n'a pu donner que $700 aux gens qui avaient été victimes de cette catastrophe naturelle, alors qu'ils voient passer des centaines de millions de dollars toutes les semaines, annoncer une nouvelle tranche d'aide, $100 millions, $200 millions, $300 millions. Alors c'est moins qu'au début, mais c'est quand même des centaines de millions de dollars, et quand vous avez une catastrophe naturelle, vous pouvez pas aider votre population. Donc encore une fois, ça aura un impact, et surtout les républicains, là, il y a de grandes chances que le candidat soit Donald Trump, et lui ne va pas se priver d'utiliser cet argument. Donc ça, c'est quelque chose de décisif, et à cela s'est ajouté, et ça va être mon dernier point avant de faire la pause, s'est ajoutée la crise de la guerre palestino-israélienne. Puisque désormais, le complexe militaro-industriel américain, qui maintenant, c'est officiel, est quand même limité dans sa capacité de production,
eh bien, doit maintenant également venir au secours d'Israël. Et Israël sera toujours prioritaire sur l'Ukraine, même si la guerre, le soutien à Tsahal coûtera moins cher que le soutien à Kiev, parce que l'ennemi n'a pas la même taille. Là, ce qu'essaie de faire Joe Biden ces derniers jours, c'est en fait, d'associer ces deux guerres. D'ailleurs, il les compare. En fait, pour lui, le soutien à l'Ukraine contre la Russie, et c'est le même soutien que Tsahal contre les Palestiniens. Donc, il associe ces deux guerres et il essaie d'obtenir du Congrès une rallonge de 65 millions de milliards de dollars, pardon, 65 milliards ou 75, dont 15 pour Israël et 60 pour l'Ukraine. Parce que comme le Congrès lui a déjà dit non pour le vote du budget, là, il essaie de revenir à l'assaut en demandant, en faisant un package, en fait, un package guerre, un petit peu pour Israël et puis un gros peu pour Kiev. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les républicains vont accepter cette entourloupe? Honnêtement, je ne peux pas vous dire. On va le savoir dans les jours qui viennent. Quoi qu'il arrive, les Russes ne comptent pas sur un affaiblissement de la russophobie aux États-Unis, ou d'ailleurs même en Pologne, avec le changement de direction du pays, dans leur stratégie. Les Russes ne s'occupent pas de ce qui se passe à l'extérieur. En revanche, ils se donnent les moyens nécessaires pour arriver à la victoire. Et je pense que, la plupart des gens le pensent, que 2024, ce sera une année où on va quand même voir un peu comment ça va se terminer et qu'est-ce que la Russie va gagner. La Russie va gagner jusqu'à où et à quel prix. Ça, je pense qu'on le saura en 2024. Donc, restez connectés sur Stratpol.